messieurs, bonjour, bon début de semaine à tous. Merci de suivre ce magazine Kiosque. Nous sommes aujourd'hui lundi 4 juin 2022. Merci d'être toujours là au rendez-vous à travers votre magazine qui vous informe chaque matin sur Canal Congo Télévision. Merci à Doudou Montiri pour la mise à jour du générique de Kiosque. Vous avez remarqué avec moi que le générique a été mis à jour. Nous avons deux invités ce matin dans notre magazine Kiosque. Il s'agit d'Eric Wemba et Diony Kaninda. Eric Wemba est déjà là. Bonjour Eric. Bonjour madame. En forme ce matin? Oui, en forme, quelque peu en forme, en dépit des embouteillages et consorts que nous subissons des fois pour venir ici, c'est pas facile. Mais nous sommes là pour décrypter l'actualité qui est marquée par des événements. Et moi j'appelle l'événement majeur, c'est l'épineux problème de l'embargo qui concerne notre défense nationale. En tout cas, nous devons traiter ça avec beaucoup de sérieux, sans état d'âme, sans pension, parce qu'il faut qu'il y ait une solution qui soit trouvée. Ce n'est pas normal que la République est en guerre, mais nous ne pouvons pas acheter les armes sans autorisation préalable du Conseil de sécurité. Alors que l'achat des armes relève de la défense nationale. Donc le Conseil de sécurité doit d'abord être informé pour que nous achetions des armes, alors que ce n'est pas le même cas avec les Rwandais aujourd'hui qui achètent des armes sans passer par cette autorisation préalable. Et les combats que nous devons mener ici, c'est pour qu'on lève cette mesure, demander à et nous aussi de faire notre part. Et on va développer avec l'émission. Voilà, merci Eric. C'est d'ailleurs l'un des sujets retenus ce matin pour ce magazine Kiosque de ce lundi 4 juin 2022. Face d'Eric, nous avons Diony Kaninda. Bonjour Diony. Bonjour madame, merci beaucoup pour l'invitation. Je salue Eric, mon co-débatteur, je salue tous ceux qui nous suivent. Heureux d'être là ce matin. Voilà, merci Diony. Les journaux parus ce matin dans la capitale, madame, monsieur, ont plusieurs titres. Congo Nouveau a titré 2023, Félix Tshisekedi a-t-il lancé sa campagne électorale? C'est l'interrogation à la une du journal Congo Nouveau. Toujours à sa une, Congo Nouveau écrit « Alta Lintox, Kinshasa n'est pas sous embargo d'armes ». C'est Congo Nouveau qui l'écrit. Et notre journal que nous avons reçu ce matin, c'est le Libre Débat. 5 accords spécifiques signés entre la République démocratique du Congo et le Saint-Siège. Primature, c'est les titres du journal Le Libre Débat, toujours à sa une, des généraux et colonels de FARDC dotés des villas modernes. La Manchette, le journal, le quotidien La Manchette a mis à sa une Denis Mukwege, et si c'était lui en 2023, les journaux s'interroge à moins de 18 mois des élections en République démocratique du Congo et dans un contexte politique et sécuritaire très tendu, l'idée d'une possible candidature de Denis Mukwege refait surface. C'est donc la une du journal La Manchette. Alors, l'actualité, comme tu le disais, Eric Wemba, c'est le prolongement de l'embargo d'armes pour la République, d'achat d'armes pour la République démocratique du Congo. Cette décision du Conseil de sécurité de l'ONU qui a été prise jeudi. Quelle analyse vous faites, bien que vous avez déjà parlé tout à l'heure à propos? Non, ce qui est d'abord dommage, c'est que tous les 15 pays ont voté contre la République démocratique du Congo. 15 pays ont voté contre la République démocratique du Congo. C'est-à-dire en défaveur de la République démocratique du Congo qui voulait qu'on lève cette mesure-là pour que nous achetions des armes. C'est vrai que nous ne sommes pas sous embargo. Ah, il faut le dire, nous continuons à acheter les armes depuis 2000. Depuis 2008, on avait les... Mais il faut une déclaration préalable. Mais il faut une autorisation préalable au niveau du Conseil de sécurité. La bataille a été assez qu'on lève cette mesure pendant que nous sommes en guerre pour que nous puissions acheter nos armes en toute souveraineté. Parce que j'ai suivi les messieurs-là de l'Union européenne, Chatinier, et comment il s'appelle, et M. Flao, qui ont été un peu méprisants. Non, il n'y a pas, on continue à acheter des armes consommant. La réalité, qu'il faut poser la question à M. Chatinier. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui les blindés qui devaient venir de l'Émirat arabe n'arrivent pas à atterrir ici en République démocratique du Congo? Parce qu'on n'a pas encore obtenu l'autorisation préalable. Il y avait des bâches que les gouvernements congolais achetés au niveau que l'Égypte a donné à un RDC qui ne peuvent pas venir parce qu'ils n'ont pas obtenu l'autorisation préalable. Donc c'est quand même un embargo, ça nous met en difficulté. Alors qu'est-ce qui inquiète par rapport à cette autorisation? Pourquoi vous ne voulez pas de l'autorisation préalable? Pourquoi nous, de la déclaration préalable? Nous n'en voulons pas parce que nous sommes en période de guerre. Deuxièmement, pourquoi les Rwandais
tout le pays, tous les autres. Parce que vous savez, les problèmes d'armes là relèvent de la défense nationale. Donc quand on doit demander l'autorisation préalable, donc au niveau du Conseil de sécurité, ça fuite. Je vous donne un exemple, on devait avoir des histoires qu'on nous a offertes par Émirats Arabes Unis et l'Égypte, ça ne peut pas venir tant qu'on n'a pas autorisé. Donc ça pose énormément de problèmes. Là, vraiment, nous demandons, nous sommes... Malheureusement, on n'a pas senti aussi la fermeté de la part du pouvoir de Kinshasa par rapport à cette question. Parce que je pense qu'on est préoccupé, notre pouvoir devait réagir aussi. Parce que j'ai vu un délégué de l'Union européenne être chassé ici à Kinshasa. Je ne demande pas de le faire, mais il faut quand même que notre diplomatie, à un moment donné, s'assume dans certains dossiers. Parce qu'on a vu Kabila à l'époque chasser un ambassadeur de l'Union européenne ici. Pas pour ces dossiers, on doit s'assumer. Surtout à cette période très difficile. Ça, je condamne la communauté internationale. Mais nous aussi, comme République, nous avons une part de responsabilité par rapport à cela. C'est-à-dire? Parce qu'en 2008, quand on a levé cette mesure, on avait demandé à la République démocratique du Congo de mettre une structure pour contrôler cet afflux d'armes. Parce qu'on avait remarqué que les armes que nous achetons se retrouvaient aussi dans les groupes, les mêmes marques qu'on a achetées se retrouvaient aussi chez les groupes armés. Du côté de l'ennemi. Des côtés de l'ennemi, parce qu'à un moment donné, il y avait des fuites. Des armes qu'on vendait, parce que vous savez, il y a certains généraux sous Kabila qu'on avait accusés de faire les trafics d'armes. Malheureusement, Tshisekedi est venu, il a reconduit certains. J'étais les noms. Mais justement, c'est pourquoi je dis qu'il faut être sérieux. Nous devons aussi être sérieux. Cette structure-là, cette commission qui devait travailler pour cette affaire d'armes-là, vérifier tout ça, est aujourd'hui sans moyens. Ils n'ont même pas d'ordinateur, ils n'ont même pas de serveurs. C'est pourquoi il faut aussi être sérieux. C'est-à-dire que moi, je condamne la communauté internationale, mais je suis aussi en train de voir notre part. Parce qu'en même temps, parce que vous allez voir même que quand nous sommes allés à l'ONU pour cette résolution, les Congo avaient droit à 15 experts. Ces 15 experts allaient expliquer quand même aussi, pour qu'il y ait une mesure clémente. C'est vrai qu'on nous reproche, certaines armes qu'on a achetées en RDC se sont retrouvées entre les mains des ennemis, mais on a aussi retrouvé les armes achetées par les Rwandais entre les mains des groupes terroristes comme les M23. Malheureusement, ces 15 experts, d'après nos sources, ne sont pas partis. Il y a seulement 2 qui sont partis avec leurs propres moyens. Il y avait des moyens. Voilà, pour des sujets aussi importants comme ça, la République n'a pas le moyen. Mais on voit ici des gens voyager avec les chefs de l'État, des délégations et des délégations, des fois pour des... Voilà une question de la défense nationale. Ces 15 experts, il n'y a que 2 qui sont partis. Donc c'est un problème. Troisième chose, en termes d'armes, là, notre législation en matière d'armes là, est devenue obsolète. Ça date depuis 1985. On aurait dû doter notre pays d'une nouvelle législation parce que les choses ont avancé, il y a des ordinateurs. Mais voilà, vous avez un pouvoir qui a perdu tout son temps avec la loi Tchani. Mais des lois aussi importantes pour la République, on n'en a pas. Donc, moi je pense que nous avons aussi notre part des responsabilités. Mais aujourd'hui, tout le monde déplore l'embargo. On comprend que quand on est à l'opposition, il ne faut pas faire une opposition contre la République. Malheureusement, c'est ce que l'IDPS a fait depuis 90, parce que je ne fais pas de l'amalgame ici. En 90, quand il y a eu les incidents du campus de Lubumbashi, l'IDPS a demandé l'embargo contre Mobutu. Parce que ce type d'opposition, c'était contre la République. Mon sang, maintenant, comment est-ce que l'embargo peut préjudicer la République? Moi, je demande à la communauté internationale d'être juste. On ne peut pas permettre aux Rwandais de continuer à importer des armes. C'est qu'on nous reproche que nos armes se sont retrouvées entre les mains des aînés, des groupes armés. On les reproche aussi au Rwanda. Malheureusement, nous, on continue à être amis des Belges avec Flao qui a fait une déclaration ici méprisante, autant que l'homme de l'Union européenne là. Donc, je pense que nous devons exiger quand même à la communauté internationale d'être juste. Si on dit l'autorisation préalable pour la RDC, on doit aussi le faire pour les autres. Mais alors, il nous appartient aussi de faire notre part dans tout ce que j'ai dit ici. Alors, Denis Kadinda, cette décision du Conseil de sécurité de l'ONU qui a prolongé pour elle les régimes de sanctions imposés à la République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Pour certains, ça viole la souveraineté de l'État. Bon, il faut dire que je salue l'analyse d'Éric. Je ne veux pas soulever des contradictions quant à ce, mais je voudrais analyser à ma manière. La situation que nous traversons est une situation particulière. La République démocratique du Congo n'est pas l'Angola, nous ne sommes pas le Soudan, nous ne sommes pas la Côte d'Ivoire, étant donné qu'il y a des intérêts divers pour les Nations Unies aujourd'hui en RDC. Chaque grande puissance veut trouver sa part dans ce pays.
Et au niveau des organisations internationales, il y a toujours l'acte constitutif qui a une certaine prééminence sur les organisations locales. C'est-à-dire que dès lors que nous avons accepté d'être membres de l'ONU, nous sommes soumis aux mêmes règles que tous les pays qui font partie des Nations Unies. Alors, ici, lorsque vous regardez les sanctions qui ont été imposées à la RDC depuis 2008, Eric le disait tout à l'heure, mais sinon, ces sanctions sont variantes en dents de scie parce que lorsque les Nations Unies sentent qu'il y a des avancées par rapport à la situation sur le terrain, ils adaptent les sanctions à travers les résolutions. Ils ont commencé en 2008 avec la résolution 1807, après en 2017 avec la 2360, 2021 la résolution 2582 et maintenant en 2023 la résolution 2641. Mais ce que nous n'arrivons pas à comprendre, au regard de la situation sur le terrain, parce que à l'époque de Kabila, ça vacillait selon que Kabila mettait un peu de rigueur pour coincer les généraux qui vendaient les armes aux groupes armés ou aux rebelles, aux mouvements négatifs. Ça pouvait changer, quitter le fait d'un embargo strict à un embargo allégé avec une autorisation préalable. Et aujourd'hui, avec l'évolution qu'il y a sur le terrain, les Nations Unies ont sérieusement compris que le régime en place est dans une lutte sérieuse contre ces généraux qui détournent les équipements militaires des FARDC pour que ça se retrouve entre les mains de mouvements négatifs. Et au regard de cette considération, je ne vois pas pourquoi, au lieu de carrément supprimer l'embargo, le Conseil a plutôt opté pour l'allègement. Et lorsque vous regardez la position de la représentante de la Russie et même du représentant de la Chine, ils disent que cette sanction de la résolution 2346 ne reflète pas la réalité sur le terrain. Parce que la réalité sur le terrain, c'est quoi? C'est la déclaration de Bintou Keïta, qui a dit que la RDC ou les FRDC font face à un groupe armé qui est loin d'être considéré comme un groupe qui se bat avec des moyens, des fortunes, parce que ces groupes armés, M23, le groupe terroriste M23, est aujourd'hui doté de moyens sophistiqués, des armes très lourdes. Alors, est-ce qu'avec cette déclaration-là de Bintou Keïta, qui est l'œil des Nations Unies au Congo, il ne suffit pas pour que l'on puisse carrément lever l'embargo, même s'il ne faut pas lever l'embargo, parce que cet embargo se situe dans le cadre des sanctions qui ont été prises notamment contre les anciens dignitaires du pouvoir passé. Parce que certains sont frappés de ne pas faire de voyage à l'international, de ne pas utiliser leur compte bancaire, parce qu'ils étaient considérés comme une menace à la paix dans la sous-région et dans le monde. Alors, aujourd'hui, moi, j'estime qu'il est temps qu'au niveau du pays, les mouvements de la société civile, les forces vives, puissent s'élever. C'est maintenant que j'attends la déclaration de Lisanga Bonganga, au lieu de dire non, vous pensez moi que ça aura de l'impact sur cette décision du Conseil? Effectivement, parce que vous savez, les organisations internationales sont toujours à l'écoute de ce qui se passe au niveau de l'opinion publique. Et parce ça peut que changer. Les décisions sont également faites des opinions publiques. Donc, au lieu que Lisanga Bonganga s'arrête à dire je vais amener mes gens, on va aller troubler les concerts des gens de Wenge, maintenant qu'il fasse une déclaration avec ces poulains, que toute la société civile se lève maintenant. Il est temps d'organiser les marches. Moi, j'en appelle à l'UDPS, j'en appelle au PPRD, à l'UNC, à toutes les grandes formations politiques, AFDC alliés, que toutes ces formations politiques se lèvent maintenant pour dire non, on ne doit pas laisser cela à Eric Wemba, à Johnny Kaninda et à Gisèle. Non,
Il faut que l'on sente que l'opinion dit non à cet embargo injuste. Il est temps de pouvoir se lever pour dire non. Entendre vos propos, vous voulez dire que la communauté internationale ne s'inquiète pas de la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo et puis la communauté limite les capacités du pays d'attaquer les groupes armés qui écument l'Est? Pas du tout, Gisèle. J'ai lu une recherche qui dit ceci. Si jamais on arrivait à pacifier l'Est du Congo, ceux qui prisent le iPhone, ils vont l'acheter à 3,5 fois plus cher. Donc ça signifie que si les minerais stratégiques du Congo commencent à sortir sur une voie légale, cela va coûter aussi cher aux multinationales qui fabriquent le téléphone, qui fabriquent les ordinateurs, ainsi de suite, parce que la traçabilité voudrait le prix juste, la vérité du prix de ces minerais-là. Alors qu'aujourd'hui, ils les prennent pratiquement gratuitement. Ils les prennent sans payer à la RDC ce qu'il faut. Ils passent par le Rwanda, ils envoient le Rwanda arrive, le Rwanda pille, et eux prennent le butin du pillage du Rwanda. C'est comme ça qu'ils arrivent à faire tourner leur industrie. Donc, aujourd'hui, ces multinationales qui constituent la force des organisations internationales ne peuvent pas accepter que la paix totale revienne, comme le veut le président de la République dans l'Est du Congo. Alors justement, Denis Kaninda, comment vous expliquez le fait que les pays auprès de qui Félix Tshisekedi mène sa diplomatie ont voté pour cette décision? Non mais... c'est-à-dire c'est une sorte de trahison aussi. Clair. Non, il n'y a pas de trahison en cela. Il n'y a pas de trahison en cela. C'est comme ça que les nations fonctionnent. Les nations font au grand jamais, la situation que nous vivons dans l'Est du Congo sera résolue par la Belgique ou les États-Unis. Mais du moins par le vote, jamais. Il faut voir ces nations-là, ces États-là, visent leurs intérêts. Ce n'est un secret pour personne, dans la coopération internationale, il y a plusieurs domaines. Vous avez une coopération dans le domaine militaire, une coopération dans le domaine agricole, ainsi de suite. Vous pouvez poursuivre la coopération dans le domaine agricole, mais arrêter par exemple la coopération militaire. Donc si vos intérêts divergent sur le plan militaire, même si c'est un État avec lequel vous collaborez, cet État-là ne va pas vous soutenir. Alors, même si vous coopérez avec lui sur le plan de développement, je ne sais pas moi, de l'éducation ou quoi, si sur le plan économique, vos intérêts divergent, ils ne vont pas vous soutenir. Ça se passe comme ça. Alors, puisqu'il y a un problème d'intérêt, avant de poser la même question à Eric, alors il faudrait revoir alors ces relations avec ces pays, parce qu'on sent qu'il y a des dessous des... Les relations sont ce qu'elles sont. Il nous appartient à nous de pouvoir ficeler nos stratégies à l'interne. Est-ce qu'il faut, par exemple, pour la situation de l'Est du Congo, puisqu'on nous empêche d'avoir les armes nécessaires, est-ce qu'il faut multiplier au double ou au triple le nombre de forces combattantes, par exemple? Parce que le nombre aussi de forces combattantes, parce que ce qui se passe, c'est que si les FRDC prennent un village, étant donné qu'il y a carence de militaires sur ce terrain-là ou dans ce village-là, eh bien l'ennemi, il vient, il occupe. Alors, si nous arrivons à occuper pratiquement la quasi-totalité, nous quadrillons l'Est du Congo avec tous les villages qui sont enviés, tous les coins qui sont enviés par le Rwanda et l'Ouganda, je crois que nous pouvons à la limite limiter, permettez-moi la redondance, les intrusions des forces armées. Alors merci Denis. Eric, la même question par rapport aux relations RDC avec les pays qui ont voté pour cette résolution. C'est de la trahison. Faudrait-il limiter désormais la coopération de ces pays, entre ces pays ou comment? D'abord, il faut d'abord que la résolution ait été portée par la France. La fameuse résolution a été portée par la France. Bon, certains ont parlé de la trahison parce qu'on a vu quand même le président aller rencontrer Macron. On pensait que la France allait être de notre côté. Là, c'est un problème. Bon, Jenny parle de la Chine et de la Russie. Mais vous savez que dans ces votes-là, ces deux pays ne devaient pas s'abstenir s'ils étaient aux côtés du Congo, effectivement, s'ils estimaient ce que Jenny est en train de dire, parce qu'ils ont les droits de veto. Ils pouvaient imposer leur veto. Rejeter. C'est-à-dire dire que la décision là prise par les autres pays, nous sommes contre. Et la Chine, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, sont des pays qui sont considérés comme des pays qui ont les droits de veto. Donc ils pouvaient, s'ils imposaient leurs droits de veto, ils allaient bloquer la France.
qui a porté cette résolution. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils se sont abstenus. Moi, l'abstention, je ne sais pas si c'est quel vote. Leur abstention n'a pas profité à la République démocratique du Congo. Il faut que nous soyons clairs. Je veux bien qu'on demande aux acteurs politiques. Mais les gouvernements, qu'est-ce qu'ils font? On ne sent pas les taux du gouvernement. Hein? J'ai parlé des deux dossiers ici. Et j'ai dit, d'après nos sources, ce qu'on nous avait donné comme blindé ou consort quand le président est allé en Émirats Arabes Unis, ne sont pas encore là parce qu'il attend l'autorisation préalable. Il y a des bâches qui devaient venir de l'Égypte, ne sont pas encore là. Mais on laisse Flao et Chatini rencontrer n'importe quoi sans un ton ferme du gouvernement. Chatini, ce qu'il a fait là, c'est méprisant. J'ai vu des gens être scandalisés. Mais on ne sent pas notre pouvoir rappeler ces gens-là à l'ordre que nous sommes un pays souverain, que ça ne peut pas continuer comme ça. Nous n'avons pas un porte-parole du gouvernement, malheureusement. En tout cas, mais peut-être nous avons quand même un ministre des Affaires étrangères. On peut interpeller ces gens-là. Moi, ça ne relève même plus des porte-parole du gouvernement. Lutundula avait la possibilité, qui a fait quand même un truc méprisant. Moi, si je les lis, à la place de Lutundula, j'allais interpeller l'homme de l'Union européenne, là. On allait l'interpeller parce qu'il rencontre des histoires avec leur attestation préalable. On laisse Flao dire de n'importe quoi ici, ici dans notre pays. Il y a un moment, Kabila avait demandé à un type de rentrer chez lui. On demande ça. Donc Félix Tshisekedi doit quitter un peu cette diplomatie de compromis avec ces gens-là qui visiblement ne sont pas avec nous. Qui donnent il doit changer sa façon de faire. Oui, sa façon, il faut quand même, il y a des choses comme celle-ci, des problèmes comme ça là de notre défense nationale où on doit lever les tons. Ici, moi, je dis que ça ne débat même pas l'opposition ou la majorité, mais c'est un problème qui relève de notre défense nationale. Si on continue comme ça, si on continue à amadouer ces gens-là, on va disparaître. Nous devons nous affirmer, mais en même temps mettre un peu de l'ordre. J'ai parlé de 15 personnes qui sont bloquées ici, à Kinshasa. Nos experts qui pouvaient peut-être démontrer que les Rwandais, pourquoi les Rwandais, ils donnent des armes au M23. Si la raison pour laquelle on nous oppose l'autorisation préalable, c'est parce qu'on a retrouvé certaines armes entre les mains des rebelles, mais aujourd'hui il y a des rapports qui révèlent que les Rwandais aussi donnent des histoires au M23. Mais à ce moment-là, il faut aller combattre au niveau du Conseil de sécurité. Alors il faut sanctionner les... Oui, nous allions dans un combat qui concerne notre survie, et je vous informe, 15 là, il n'y a que 2 qui sont partis faute de moyens. Alors on venait qu'une république. C'est pourquoi j'ai dit quand même, de notre côté, mettons aussi de l'ordre. Mettons ici de l'ordre de notre côté pour que les autres puissent nous respecter. Parce qu'on ne met pas de l'ordre. Vous ne pouvez pas mettre une commission qui doit charger de vérifier tout ça, les armes et consorts. Vous ne leur dotez pas de moyens. Ils n'ont même pas de bureaux. Donc c'est pourquoi aussi il faut voir notre part du gouvernement. C'est un peu de la négligence de notre part. Oui, tout en disant qu'à l'unanimité, à la communauté internationale, si nous devons demander l'autorisation préalable, on doit aussi les demander aux Rwandais. Parce que quand Jenny parle des armes sophistiquées là, c'est que Bitou fait quand même preuve de la duplicité. Il doit dire clairement que ça vient du Rwanda. Ça vient du Rwanda. Mais pourquoi les Rwandais doivent continuer à avoir des armes et pas nous? Donc, on doit sortir, nous devons nous affirmer, apprendre à revendiquer les droits qui nous reviennent. Moi, je pense qu'à un moment donné, on fait un peu preuve de la duplicité, d'aménager. Non, un pays doit aussi affirmer sa souveraineté. Parce que ça relève de notre survie. Alors, je crois que c'est et ces armes-là, comment ça doit traîner là? Nos armes, les Égyptiens nous donnent des blindés et ça ne peut pas venir, il faut demander l'autorisation. C'est extrêmement grave. Et je crois dans les réseaux sociaux, ce sont les journalistes qui se battent. Mais pratiquement là, on ne sent pas les gouvernements. On ne sent pas les gouvernements. Alors, qu'est-ce que vous recommandez au gouvernement? Mettre de l'ordre et affirmer notre souveraineté auprès de ces pays-là. De tous ces pays-là, c'est un peu de voir mettre de l'ordre, mais aussi notre diplomatie doit marcher. On ne comprend pas pourquoi tout le monde doit voter contre nous. Finalement, on a quel allié? On nous a parlé de diplomatie stratégique. On a qui comme allié? On pouvait penser de la Russie et de la Chine, mais ils avaient la possibilité d'imposer les droits de veto. Ils ne l'ont pas fait. Donc c'était le Congo seul. Aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on a fait, retour du Congo dans les concerts des nations, dans le monde, voilà une... Donc vous remettez en cause cette diplomatie. Mais regardez, nous sommes seuls par rapport à cette situation. Qui semble être agissante. Très seuls. Alors que Bintou a fait remarquer que ça ne va pas ici, on tire sur nous. Les enfants sont en train de mourir. On nous dit pour prendre des armes, nos armes sont bloquées. Mais c'est Chatini là, il faut le parler clairement. Quand il parle de l'attestation préalable, au nom de quoi? Parce que ces armes sont retracées, ça vient de l'Émirat Arabe Unis. Ces bâches viennent du gouvernement égyptien. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ça n'arrive pas en République démocratique du Congo? Voilà, toujours par rapport à je vais voir des sites aussi à l'Union européenne.
Hein, tout ce qui marche là, je vais voir des sit-ins. Mais on a comme l'impression que tous ces sit-ins ne produisent rien. Après, on a été à l'ambassade du Rwanda. Je vais voir une ferme. J'ai vu des gens sortir avec des manchettes. Bon, heureusement qu'on les a arrêtés. Oui. Je vais voir tous ces parlementaires debout là. Tous ces parlementaires debout, tous les militants des autres partis qui font tant de bruit. Mais voilà, de parler d'un ton ferme avec M. Chantini, ils ont été méprisants avec Flao. Moi, je les dénonce ici en tant que patriote. Voilà, toujours par rapport à la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, des voies et moyens pour rétablir la sécurité à l'Est. Il y a la messe dite hier avec l'Église catholique, le cardinal Ambongo, avec le secrétaire d'État du Vatican. Il y a le message du cardinal Ambongo qui a également captivé l'attention de la presse ce matin, même de la population. Le cardinal qui appelle le Saint-Père à soutenir la diplomatie des bons voisinages du chef de l'État. Quelle analyse, Diony? Bon, c'est tout à fait normal parce que la case brûle. Et lorsque la case brûle, on oublie les différends qui vous opposaient dans la chambre. Et il faut vite sortir, trouver des voies et moyens pour pouvoir éteindre le feu. Je crois que c'est ce que le cardinal a fait, mais je ne pense pas que le cardinal a changé. Il reste la même personne, il a ses ambitions, il a ses projets, il a sa façon de voir le président de la République. Donc aujourd'hui, s'il fait ce discours-là, est-ce que c'est parce que le pape a de son côté aussi montré son soutien à l'endroit du président congolais, enfin à l'endroit du peuple congolais. Mais il n'avait pas cité nommément le Rwanda qui agresse. C'est ça aussi l'inquiétude de plus d'un. Bon, le pape n'a pas cité le Rwanda, c'est tout à fait compréhensible à son niveau, peut-être parce que même lorsque vous suivez le cardinal Ambongo, lui non plus, il ne condamne pas le Rwanda, il cite le Rwanda au conditionnel, alors qu'aujourd'hui nous sommes partis du stade conditionnel pour parler à l'indicatif. Mais quand vous écoutez le cardinal, lui, il parle au conditionnel qui soutiendrait et tout, alors que nous savons que... des bons voisinages, donc, on doit toujours aller vous dans comprenez que l'Église catholique, c'est pas seulement Kinshasa, c'est pas seulement le Congo, c'est aussi le Rwanda. Donc il est tout à fait normal qu'ils essayent de ménager un peu, parce qu'ils ont aussi des fidèles là-bas. Je ne sais même pas si Kagame est chrétien. Donc c'est tout ça. Ils essayent de ménager un peu. Ils refusent d'être un peu plus fermes. Mais moi, je suis bien d'accord avec Eric. Il faut que nous puissions montrer un peu plus de fermeté, parce que les prélats peuvent parler. Oui, c'est vrai, ils peuvent parler. C'est dans la dynamique que moi, je désire de voir toutes les couches sociales de la République se tenir debout, pour dire non à cet embargo, pour dire non à cette injustice. Donc il est temps que tout le monde se lève. Le cardinal l'a dit, moi j'attends, peut-être que demain ou après-demain, que l'imam de l'église musulmane au Congo fasse une déclaration. J'attends la déclaration du prophète Dodo Kamba, qui est le représentant des églises de réveil, ainsi de suite, l'église protestante. J'attends cela. J'ai entendu que la princesse Adel Kaïnda est en train d'organiser une matinée à la Fikine, justement pour dire non à cet embargo, pour dire non à l'implication rwandaise dans la situation de l'Est du Congo. Je salue cette initiative de son parti ALDEC, mais il faut que tous les partis finalement se lèvent. Il faut que notre ministre de la communication et médias, que je refuse de dire porte-parole du gouvernement parce qu'il ne l'est pas. Non, il ne l'est pas, il ne l'a jamais fait. Mais on sait quand même que c'est lui le porte-parole du gouvernement. Mais il ne le fait jamais, madame. Il est présenté comme tel. Il aurait parlé. Il donne sa langue au chat alors que le pays est attaqué par des individus qui sont contre les intérêts du Congo. Mais il est là. Il refuse. Il a tous les moyens, madame. Est-ce que vous savez que la cellule de communication de la présidence de la République n'a pas une ligne budgétaire? Est-ce que vous savez que la cellule de communication de la primature n'a pas une ligne budgétaire? La seule ligne budgétaire qui existe, c'est le ministère de la Communication et des Médias. Mais regardez, il y a des gens qui passent dans nos médias pour raconter leur vie, pour dire que nous ne sommes pas empêchés d'acheter les armes,
Mais il est là. Il refuse de... Je dis bien, Patrick Mouyaya refuse de parler. Denis Kadina, les propos du cardinal hier, lors de la messe dite au stade de Martyrs, est-ce que ça démontre, où il appelle le Saint-Père à soutenir la diplomatie du chef d'État? On peut dire que la hache de la guerre entre l'Église catholique et, non, madame, c'est parce que le gouvernement c'est parce que la case brûle, madame. Non. On n'a pas de choix. Le cardinal Ambongo ne peut pas enterrer cette hache-là. C'est impossible, je vous dis. Comment ça? Si vous ne me croyez pas, retenez la date d'aujourd'hui. Dès que cette situation va passer, vous verrez, il va revenir encore. Madame, on dit, chasser le naturel, on revient toujours au galop. Vous allez voir, lui c'est comme ça, il ne peut pas porter le président Tshisekedi parce que ce n'était pas son candidat. Ce n'était pas son candidat au départ. Il avait déjà un candidat, lui. Et il a travaillé pour que ce candidat-là passe. Vous connaissez l'histoire des smartphones. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que voilà, l'âge de la guerre a été enterré, le cardinal Ambongo maintenant, et le président Tshisekedi, c'est une coopération, c'est une amitié. Non, non, on ne peut pas attendre une amitié du cardinal Ambongo. C'est se tromper. Non, ça ne viendra pas. Mais sinon, j'encourage, je suis d'accord avec lui pour ce soutien qu'il demande au pape par rapport au cas de la RDC au niveau des Nations Unies, au niveau des organisations internationales. Je crois que le pape peut faire entendre la voix de la RDC parce que plus de 10 millions de morts, c'est trop, madame. Il est temps que le Vatican dise dans les instances où la RDC ne peut pas figurer qu'on doit être entendu. 10 millions de morts, c'est trop. Citer nommément le Rwanda aussi, Eric Wemba, les propos du cardinal, la diplomatie de bon voisinage du chef d'État qu'il appelle à soutenir. Moi, je ne l'ai pas suivi intégralement, mais je voudrais quand même rappeler à Jenny, il y avait aussi un moment où l'Église avait soutenu la candidature. On ne peut pas dire où l'Église, après la publication des résultats 2011, avait aussi pris position pour Étienne Tshisekedi. 10 ans, Monseigneur a dit même que les résultats donnés par la CENI ne reflètent ni la justice ni la vérité. Et tout le monde était derrière l'Église. Donc si l'Église a estimé qu'en 2018, par rapport à ces éléments de preuve, et que les résultats ne reflétaient pas la vérité des urnes, il ne faut pas diaboliser les cardinals. Donc l'Église est bien quand il prend position pour vous. Elle est mauvaise, mais l'Église est restée constante. Elle doit dire la vérité telle qu'elle attend aussi. Hein? Donc il ne faudra pas un acharnement, surtout à ces moments si précis, où nous avons besoin de toutes les filles et de toutes les filles de la RDC. Il ne faut pas un acharnement sur les cardinals Ambongo. Parce que dans tout ce qu'il dit, tout n'est pas faux. Quand il constate quand même qu'il y a un problème au niveau des dirigeants congolais, vous-même vous déplorez les porte-paroles du gouvernement ici. Donc, bon, les cardinals, vous savez, les cardinals aussi a parlé, parce qu'il y a un problème, les problèmes d'avoir des fidèles là-bas. Mais c'est un problème sérieux. Il y a des catholiques là-bas, il y a des catholiques ici, il y a des catholiques au Rwanda, il y a des catholiques en RDC. Il fait pas frustrer. Et ces deux peuples-là n'ont pas de problème. À Karima, il n'y a aucun problème entre nous les Rwandais et les Congolais. C'est pourquoi j'avais... entre nous les Congolais et les Rwandais. Ça ne peut pas passer, Eric. Quand j'ai dit nous les Congolais et les Rwandais, je parle au niveau des citoyens. Excusez-moi, pas au niveau des dirigeants. Toi, tu n'as pas la tête de Rwandais en tout cas. Non, j'ai dit ceci. Non, on comprend. On comprend, Eric. Oui. Donc, il n'y a pas de problème particulier entre les citoyens congolais et les citoyens rwandais. Le problème, c'est au niveau des dirigeants. C'est pourquoi moi, j'avais trouvé responsable quand le gouvernement a empêché la folie des gens comme des Gilles, là. Parce qu'on ne peut pas régler les problèmes entre les citoyens par les problèmes entre les États par les citoyens. Parce qu'il y a des Congolais qui sont aussi au Rwanda, qui sont sécurisés. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Donc, il peut user de sa diplomatie aussi. Les cardinals, nous avons besoin d'élus, même au niveau des évêques des autres pays de la région de la Grand Lac. Pourquoi pas appeler l'évêque comment on appelle, des Kigali ou je ne sais pas, des Gisenyi, pour les rappeler, écoutez, nous sommes le même peuple. On dit ici en République démocratique du Congo, les Rwandais sont tentés de soutenir un mouvement terroriste qui tue même les enfants. Et ils utilisent des armes très sophistiquées. Donc moi je pense que pour le moment, il y a des choses, nous devons taire notre divergence. Hein. Il est vrai, même Fayoulou, quand il parle là, même s'il ne veut pas soutenir les Tshisekedi, il me dit quand même soutenons les RDC. Il n'ignore pas pour le moment, il y a que Félix Tshisekedi, même si nous ne l'aimons pas, qui est le commandant de notre armée. Donc, aussi, donc, il faut un déclic pour une certaine cohésion nationale.
hein, pour une cohésion nationale des fils et filles de ces pays pour défendre l'essentiel, qui est notre intégrité territoriale. Cela ne devait pas avoir de prix. J'ai toujours donné ici l'exemple du Japon et de la Chine. De beaucoup de pays dans le monde, quand ils se sont retrouvés dans cette situation, ils disent non, Katumbi, Fayulu, Tshisekedi, tel, mettons de côté nos divergences. Parce que notre intégrité territoriale n'a pas de prix. Face aux Rwandais, il faut que nous ayons le même discours. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de violer notre intégrité territoriale. Et n'est pas négociable notre intégrité territoriale. Ça, nous devons le dire sans équivoque. Sans équivoque. Alors Eric, une autre déclaration par rapport à la situation sécuritaire de l'Est, c'est celle du PPRD. Le PPRD qui appelle le gouvernement à faire de la défense nationale la priorité des priorités, aussi mettre des moyens conséquents pour la prise en charge des victimes de déplacés internes de la guerre. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Le PPRD a les droits, mais quand il dit qu'il faut donner les moyens, c'est tout ce que nous disons ici. Même les problèmes de déplacement des experts de l'ONI, là, des experts congolais à l'ONI, il faut mettre des moyens. Hein, parce qu'on a mis beaucoup de moyens pour faire circuler la loi de Lumumba. C'est une bonne chose. Mais on pouvait aussi mettre des moyens pour nos experts, pour notre défense nationale, parce que ça relève de notre service. Donc il faut, quand les PPRD le dit, ils ont raison. Mais ils ont aussi des députés au niveau du Parlement qui doivent lever les tons. Même s'ils sont minoritaires, mais ils doivent lever les taux au niveau du Parlement. Et pour dire à Mbosso que le Parlement n'a pas pour vocation de cotiser 200 000 $ à donner à l'armée. L'armée n'est pas, nous ne sommes pas en dette, n'est pas les parents pauvres. Mais le Parlement a le pouvoir de se réunir. Mais elle va s'en servir aussi, cette somme d'argent. Non, mais comment, c'est pas normal. Vous êtes autorité budgétaire, madame. Ils doivent se réunir parce que c'est eux qui décident que la présidence aura ceci. C'est eux qui décident. Le gouvernement aura ceci. C'est les parlements, ils sont autorités budgétaires. Donc ils devaient prendre plutôt des résolutions en termes d'augmenter ce qu'on donne à la défense. Donc il faut vraiment des mesures, il faut réduire même dans les institutions, pas prendre 200 000 $. Nous disons, nous parlement, notre budget est autant, nous réduisons. Nous présidence, nous réduisons. Nous gouvernement, nous réduisons. On dégage les ressources parce que là, si nous n'arrivons pas à nous défendre, mais personne ne va exister ici. Hein? Si les M23 arrivent à Goma, à Kinshasa, personne ne va exister. Derrière tout ce qu'il y a derrière les M23, ça relève de notre service. C'est pourquoi j'ai dit que le Parlement doit mettre des moyens. Le PPRD a fait sa déclaration. Il y a aussi des choses à tenir en compte. Il ne faut pas rejeter en bloc tout qui vient de l'opposition. Hein? Il ne faut pas faire l'opposition comme ça se faisait l'autre fois avec l'IDPS où on rejetait tout radicalement. Non. Ils ont fait des propositions, ils ont été très critiques. Il appartient aussi au gouvernement de prendre en compte. Moi, j'aurais bien voulu que le président de la République organise une consultation nationale, pas pour le partage du pouvoir, mais pour notre survie, appeler tous les acteurs politiques. Il faut un déclic de la cohésion nationale. Tous ceux qui ont été fistrés, même par les élections, par toute autre chose, les appeler pour dire que non, mettons de côté nos divergences, mettons-nous ensemble pour défendre le Congo. Nous avons un bien en commun qui s'appelle la République démocratique du Congo. C'est ce qui permet à moi et Jenny d'exister. Donc si ça part là, tout est perdu, même les élections, on ne saura pas les organiser. Alors, Denis, l'appel du PPRD, n'ont-ils pas raison aussi parce qu'ils voient que la défense n'est pas considérée comme une priorité? C'est ça le message. Madame, moi je crois qu'il y a... Je ne veux pas m'attaquer frontalement au PPRD comme je ne peux pas le faire contre le cardinal, contre l'Église catholique, non. Cher Eric, moi je n'ai pas parlé de l'Église catholique, j'ai parlé du cardinal Ambongo qui avait son candidat et je doute même qu'il ait voté pour ce candidat-là. Je doute. Donc, même le cardinal Ambongo, je doute qu'il ait voté pour son candidat aux élections passées. Donc, je ne parle pas de l'Église catholique parce que même le président, les différents, il y avait beaucoup de candidats à l'élection qui sont catholiques. Donc, je ne parle pas de l'Église catholique qui avait un candidat parce qu'il y avait plusieurs candidats qui étaient des chrétiens catholiques. Donc, j'ai parlé du cardinal Ambongo. Je dis que j'étais d'accord avec sa dernière déclaration, mais concernant la question me posée, celle de l'enterrement de la hache de la guerre, j'ai dit non, la hache de la guerre n'a pas été enterrée. Donc, le cardinal a fait un break parce que le pape a une position maintenant qui soutient le peuple congolais, qui soutient le peuple de l'Est du Congo. Donc, il est contraint par rapport à ça. Mais ici, le PPRD a raison de pouvoir demander plus de budget pour la défense, la sécurité, parce que le PPRD, c'est ce qu'il a fait du budget de l'État en ce qui concerne la défense et la sécurité.
Et même les budgets de l'État dans son ensemble. Le PPRD, c'est ce qu'il faisait. Ce budget-là, les 80% allaient dans les poches des individus, madame. À l'époque du PPRD, à l'époque où le PPRD gérait ce pays. Parce que quand vous prenez la quasi-totalité de ce budget-là, était consacré comment on appelle ça, aux rémunérations, au paiement des salaires, aux primes, ainsi de suite. Mais quand vous regardez ce primes et salaires, les gens qui étaient au pouvoir, membres du PPRD, ils poursuivaient même ce qui était dû aux policiers, aux militaires, aux enseignants, aux médecins, ainsi de suite, pour prendre encore là-bas. Au-delà de ce qu'ils se servaient dans la caisse. Ils suivaient même les rémunérations des militaires, des policiers, pour prendre. Voilà, ils ont continué jusqu'à aujourd'hui. Bon, quelque part là, Eric disait, non, Félix Tshisekedi a reconduit les généraux. Nous devons savoir une chose, c'est que une nation ne se dirige pas avec des décisions, tu te lèves un matin, tu dis, bon, tous les généraux dehors. Tous les généraux que Kabila a laissés dehors, je dis dehors. Et puis ils se mettent dehors. Ça ne se gère pas comme ça. Quand vous voulez faire partir un général en fonction, vous devez savoir, il sera remplacé par qui? Est-ce que celui qui vient le remplacer est-il compétent? A-t-il les outils nécessaires pour remplir cette fonction? Mais si vous n'avez pas ces généraux-là compétents, vous faites quoi? Vous envoyez des gens en formation. Il faut que les gens suivent le cursus normal de l'armée pour devenir général. Ce n'est pas comme ce qui se faisait là, on nous prend 70, 500. Venant du M23, on déverse dans les FRDC, ils se retrouvent généraux. Et vous êtes obligé de faire avec eux. Tshisekedi ne peut pas créer ces généraux du jour au lendemain. Il se réveille, voilà, il crée ces généraux. Allez, vous tous qui êtes là, allez, sortez, allez, il place ces généraux. Même quand il y a des traîtres. Mais madame, quand même... on ne peut pas créer ces généraux du jour au lendemain. Ça ne se fait pas dans aucune armée au monde. Madame, ça ne se fait pas, sauf dans le cas d'une rébellion, des gens qui étaient dans la rébellion et qui se sont fait des généraux, oui. Mais dans une armée sérieuse, non. Vous voyez. Donc, c'est ce que je disais. Eric, quand il dit Tshisekedi a reconduit, non. Donc il ne faut pas dire qu'on reconduit parce que avant de remplacer, il faut qu'on connaisse qui peuvent remplacer. Mais maintenant pour le PPRD, donc le PPRD sait comment est-ce qu'il avait géré la question du budget de l'État. Et aujourd'hui, le budget 2021, il s'est situé à 4,2%. Donc si on prend un budget qui était à 10 milliards de dollars américains, il suffit de voir, moi je ne suis pas très génie en calcul, donc le 4%, ça vous donne les chiffres de ce qu'a été le budget pour la défense à l'exercice 2021. Donc il faut maintenant comparer avec ce que le PPRD faisait à l'époque, pour voir qu'aujourd'hui il y a une volonté, mais qui n'est pas suffisante. Merci, il faut que effectivement nous puissions accroître la force financière de notre armée, parce que c'est ce qui va déterminer aussi la puissance de notre armée au niveau africain. Alors justement, et pour dissuader les ennemis. Justement, Denis, il y a le gouvernement qui appelle à l'enrôlement des jeunes dans l'armée, hein, au recrutement de jeunes pour la force de l'armée. Oui, allez-y. J'ai vu quand même qu'on a dénaturé mes propos. Moi, je n'ai pas dit que Félix a reconduit tous les généraux de Kabila, non. Il y a des généraux qui ont été cités dans un rapport. À l'époque, on les avait suspendus et Kabila les avait réhabilités. Ça avait choqué toute la conscience nationale ici. Je crois que nos amis de l'opposition avaient condamné ça. Parce que c'est l'ONU qui a mené des enquêtes, qui a constaté que les armes que nous achetons se retrouvaient entre les mains des ennemis. Après une enquête, on a constaté qu'il y avait des généraux qui étaient dans ces trafics d'armes-là. Certains ont été suspendus. Nous avions condamné Kabila de les avoir réhabilités. Nous pensions que l'IDPS au pouvoir, ces figures emblématiques, j'ai les noms ici, ont été repris par l'ordonnance de Félix Tshisekedi. Donc je ne parle pas de tous les généraux, je parle de ceux-là qui sont cités dans les rapports. Donc, soyons sérieux, c'est comme ça c'est pourquoi nous devons vider à ceux qui ne nous permettent pas, à ceux qui ont maintenu cet embargo, les arguments qui font en sorte qu'ils nous maintiennent dans l'embargo, notamment que nos armes se retrouvent là, c'est parce qu'on a des officiers ici au Congo
qui jusqu'aujourd'hui vendent des armes. Mais pourquoi vous achetez des armes? On a numéroté que cette arme vient de tel pays que la RDC a acheté, après l'autorisation préalable. Et quelque temps, un peu, quand on va dans les groupes armés, on mène une enquête par l'ONU, on les voit là-bas. Il y a une enquête qui a été menée, pourquoi on a reconduit des généraux. Moi, j'ai dit exactement ceci. Mais il parlait du budget, oui, moi, j'ai pensé qu'on est venu marquer la rupture. Vous savez, je déteste la jurisprudence JKK. Non, à l'époque de Kabila, c'était comme ça, nous faisons mieux comme ça. Non, il faut marquer totalement la rupture. On ne marque pas cette rupture-là. Pas plus qu'hier, il y a un rapport, parce que lui, il parle comment ces budgets étaient répartis. Il y a un rapport, et ce rapport vient du gouverneur de la Banque centrale, qui dit que par rapport au budget de la présidence, ce qu'on avait donné pour une année, on l'a terminé en 6 mois. C'est la madame la gouverneure qui l'a dit. Donc, sur ces points-là, la gouvernance actuelle, il peut y avoir augmentation du budget. Mais au niveau de la distribution, ça ne profite qu'à quelques-uns. Parce qu'aujourd'hui, un député national, nous apprenons des sources à 21 000 $. Oui, je l'ai dit ici. Un député national à 21 000 $. Et je ne sais même pas parler de ce qu'on donne à la présidence. Vous allez constater que les institutions, comme à l'époque de Kabila, consomment même plus qu'aujourd'hui. C'est pourquoi les Congolais, même quand on parle des augmentations là, c'est folklorique ici sur le plateau. Les Congolais ne les sentent pas dans leur vie quotidienne. Ils ne les sentent pas parce qu'au niveau de la distribution, ça ne profite qu'aux institutions. Les institutions continuent à consommer beaucoup ici. Mais en une phrase, parce qu'on semble déjà arriver à la fin par rapport au recrutement de c'est une bonne chose, mais on ne doit pas se limiter là-bas. La réforme de l'armée est beaucoup plus profonde. C'est pas dire que les Congolais, il faut une réforme de l'armée. Il faut une réforme de l'armée. Nous venons de célébrer notre indépendance. On se rend compte que nous nous mettons d'accord autour des événements, mais pas autour de ce que nous voulons faire de notre héritage commun. Quelle armée nous voulons avoir, quelle défense nous voulons avoir, quelle économie. On doit maintenant là être sérieux, ne pas seulement arrêter aux épiphénomènes, les jeunes doivent venir s'enrôler dans l'armée. Il faut une réforme profonde de l'armée à la dimension du Congo qui a 9 voisins, qui doit se défendre, qui a des ressources naturelles très convoitées. Il faut une réforme profonde de l'armée pour que nous ayons à nous défendre face aux velléités hégémoniques des pays voisins et surtout des grandes puissances qui sont derrière ces pays voisins pour nous exploiter. Il faut que nous prenions conscience de cela. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais commencer par vous, Jenny, 10 secondes. Alors, non, mais effectivement, aujourd'hui, nous devons encourager les jeunes à pouvoir s'enrôler dans notre armée parce que c'est la seule voie qui peut, d'être pas la seule, enfin, c'est l'une des voies principales qui peuvent nous permettre aujourd'hui d'accroître notre puissance armée. Il faut que les jeunes se fassent enrôler massivement dans l'armée. Il faut vraiment encourager. Et même aussi, il y a une loi, je crois, au Parlement, par rapport, il y a un député qui a proposé une loi par rapport au service militaire obligatoire après les études humanitaires. Je crois qu'il faut vite activer cette loi-là pour que nous puissions défendre l'intégrité de notre territoire national. C'est très important, madame. Ok, merci Denis Kaninda, merci Eric Wemba, merci à vous. Nous apprenons quand même, ça c'est très important, hein, qu'un émissaire du président de la République a été reçu au Rwanda et il a accepté d'engager on va en parler, d'engager les dialogues avec les M23. On ne doit pas continuer à nous rouler comme ça. Et c'est vraiment, la personne là, c'est pas n'importe qui. Nous allons vérifier l'information. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin du magazine Kiosque. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Au revoir.